Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité ce samedi. Le retrait de la MONUSCO de la province du Nord devrait être retardé. Le gouvernement a décidé de lier le désengagement de la mission locale. Vous suivrez sur les affaires étrangères dans ce journal. Sera bientôt connu. Nous parlons là des résultats des examens d'État dont le début de la publication vu le 24 juillet prochain. Bonsoir à tous. La MONUSCO ne devrait pas se retirer du Nord Kivu de sitôt. Le processus va dépendre du contexte et de la situation sur place où les forces négatives semblent déterminées à troubler la paix et la quiétude des populations civiles. Le gouvernement de la RDC a clairement fait part de cette position par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, que je vous propose de suivre. We have deemed that it would be more reasonable to sequence. Nous avons estimé qu'il serait plus raisonnable de séquencer le retrait de la MONUSCO au Nord Kivu. Nous suivrons l'évolution de la situation et du contexte dans cette province afin de trouver un moment plus approprié pour entamer ce processus. Nous voulons nous assurer que tout se fasse de manière durable et raisonnable. Et la situation actuelle avec des troupes rwandaises sur notre sol rend un tel processus difficilement envisageable. L'opinion nationale et internationale est maintenant de plus en plus consciente que le Rwanda participe peut-être dans les missions de paix dans certains pays, mais c'est un pays belliciste dans la région des Grands Lacs et alimente l'une des pires guerres au monde avec plus de 7 millions de gens déplacés. C'est ce que nous avons toujours mis en lumière et nous sommes heureux de savoir que la communauté internationale, y compris des pays africains, sont maintenant au courant de ça et doivent appréhender cela comme il se doit. Depuis la résurgence du M23, soi-disant rébellion congolaise, nous l'avons dénoncé, disons que c'est une instrumentalisation du Rwanda. Maintenant, nous avons 4000 soldats rwandais sur notre sol et nous avons les évidences que Kigali est déterminé à étendre son emprise sur notre territoire et contraindre les populations à quitter leurs terres pour piller nos richesses. Nous sommes heureux que de plus en plus les membres des Nations Unies, spécialement le Conseil de sécurité, s'expriment sur la question. Donc, nos efforts diplomatiques portent leurs fruits. Inondations à répétition en Afrique centrale, des cyclones inhabituels en Afrique australe, ou encore sécheresse dans la corne de l'Afrique de l'Est, le changement climatique est une réalité qui frappe au cœur de l'Afrique particulièrement. Selon le FMI, la RDC est l'une des nations les moins préparées aux défis climatiques. Pourtant, le pays a une grande potentialité pour profiter de la forêt et de l'économie de la biodiversité. Nous avons joint à ce propos Richard Kitenge, expert de questions environnementales, qui nous explique les subtilités autour de l'économie, autour de la biodiversité. Suivez. La République démocratique du Congo dispose de potentiels forestiers exceptionnels. Ces forêts contribuent à la lutte contre le changement climatique et aussi ces écosystèmes forestiers imposent
le leadership de la RDC dans la diplomatie verte comme pays solution au changement climatique. Mais ici, il faut souligner que même si la RDC dispose des potentiels forestiers estimés à 155 millions d'hectares de forêt et aussi des tourbières qui stockent le carbone, la RDC est parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique. Et cette vulnérabilité se traduit par la faible capacité de la population congolaise à faire face aux catastrophes naturelles telles que les inondations, la sécheresse, mais aussi à d'autres catastrophes naturelles associées au changement climatique. Même si le changement climatique présente une menace pour le monde entier et aussi pour le pays, le changement climatique constitue une grande opportunité pour la République démocratique du Congo. Ici, il faut souligner que les forêts congolaises et les tourbières peuvent générer une valeur économique allant jusqu'à 200 milliards de dollars par an à travers la vente de carbone séquestré dans ces forêts et tourbières. Mais aussi, ces forêts offrent des services écosystémiques exceptionnels à travers la vente de produits forestiers non lignés, mais aussi les tourismes qui peuvent générer des budgets conséquents. Alors, pour y arriver, la RDC doit mobiliser les ressources financières conséquentes pour adapter les secteurs sensibles tels que l'agriculture, la santé, mais aussi d'autres secteurs importants au développement et en tant que pays solution. Alors, plusieurs mesures doivent être prises pour la restauration des forêts et paysages ainsi que la protection des forêts. Alors, le pays, pour maintenir son leadership dans la diplomatie verte, la RDC doit mettre une vision claire en tant que pays solution. Cette vision claire permettra au pays de cibler les secteurs importants qui contribueront à la lutte contre le changement climatique. Mais aussi, la RDC doit accroître la productivité agricole et renforcer la sécurité alimentaire grâce à une agriculture intelligente ou une agriculture durable ou l'agroforesterie, mais aussi améliorer la gouvernance des finances humaines. Et dans ce cadre, la prise de conscience s'avère importante pour toutes les couches sociales, mais aussi pour faire face au changement climatique et saisir les opportunités qui en découlent. Je l'avais annoncé dans le sommaire, la date pour la publication des examens d'État est connue. La réunion du jury de l'examen d'État 2023-2024 est prévue pour le 24 juillet et pour la réunion de délibération et la publication des résultats a annoncé Jacques Odia, inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Blest Kouzoula. La publication de résultats de l'examen d'État édition 2023-2024 débute le mercredi 24 juillet prochain, a annoncé l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Jacques Odia ce vendredi 19 juillet 2024. Cette publication, a-t-il fait savoir, interviendra à l'issue du jury national des délibérations qui se réunira le même mercredi, lequel associera tous les acteurs du système éducatif dans le souci de se rassurer de la fiabilité et crédibilité des résultats. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État. Pour raison de fiabilité et de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice. Nous avons beaucoup de structures. Vous avez le cabinet du ministre parce que le président du jury, c'est la ministre d'État elle-même, l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs qui dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale. Vous avez également les coordonnateurs des écoles conventionnées et le président du comité des parents. Tout le monde est appelé à cet exercice, n'est-ce pas, pour raison de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Donc, le mercredi
je confirme, à moins que, et je crois, le ciel ne tombera pas le mercredi. Nous allons publier le mercredi. À cette occasion, l'inspecteur général de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a rassuré la communauté scolaire du respect strict du chronogramme du processus de correction, car les opérations de correction se déroulent en toute quiétude au sein du centre de correction. Les opérations de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les malles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflit armé ou conflit communautaire. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Jacques Odia Moussangou précise par ailleurs que le mal d'item de zones à conflit, notamment celles de la partie est de la RDC, ont été acheminés et sont déjà à la correction sur place à Kinshasa. À Kinshasa, les espaces verts qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas vendus, sont transformés facilement en garage ou en parking des véhicules, ce qui transforme ces lieux en véritables dépotoirs et urinoirs des passants. Le cas de la 12e rue Petit Boulevard en face de la maison communale de Limité qui s'est transformée depuis un moment en garage de camions remorques. Si cette situation arrange certains agents de l'État qui trouvent leurs gains, elle pénalise plutôt les usagers de ce coin. Suivez ce reportage, il est signé Rachel Missinga. En face de la maison communale de Limité, sur l'espace initialement prévu pour un jardin public, un parking improvisé s'est développé, transformant progressivement l'endroit en un garage et un stationnement de fortune pour une multitude de camions. Nous sommes à la 12e rue précisément. Si nous sommes en 2019, tango Gentini Azozo Bokonzi, Aïn Kin Bopedou, Alingaki, Akomisa Limité, Bopeto Solo. Ninge Tomoni a sali parking Mama Marte Kuna. À notre grande surprise, Tomoni Kakamutu Kamoko et Telemi Ao. Yami Bale Komiko ya. Lelo, Toza Penzana et tout le Yamituka, Eza Ebele Place Wana. Tozo Mituna te, et Bandaki Nini, Nani Akonzaka Kara Joana, Tozo Yebate. Aussi longtemps que Jantini Achaka Libanga Awa. Bo Atonga, monument ya Frango Mbomakiadi. Ache Libanga po Atonga, monument wana, Tomonake. De nouveaux camions s'ajoutent à cette accumulation, créant ainsi un achevêtrement de véhicules qui affecte la tranquillité du quartier. Bien que l'argent généré par ces stationnements soit supposé revenir à la commune, l'augmentation du nombre de camions en panne a graduellement transformé cet endroit en un véritable urinoir et dépotoir, posant des problèmes de santé et d'insécurité pour les résidents locaux et les passants. Cette situation, devenue monnaie courante à Kinshasa, soulève des questions sur la préservation des espaces verts dans la ville. Trop souvent, les terrains prévus pour des espaces verts finissent par être réquisitionnés par le service de l'État pour être transformés en garages ou parkings, modifiant ainsi profondément le paysage urbain et remettant en cause la nécessité de protéger ces zones de verdure essentielles pour le bien-être des citoyens et la qualité de l'environnement urbain. Il est crucial d'envisager des solutions durables pour préserver les espaces verts à Kinshasa et lutter contre leur détournement en infrastructures non destinées à cet usage. Cela nécessite une meilleure planification urbaine, la sensibilisation des autorités locales et des citoyens sur l'importance des espaces verts et la promotion d'alternatives respectueuses de l'environnement pour optimiser l'utilisation des terrains disponibles dans la ville.
En sport, pour sa troisième participation consécutive aux qualifications pour la phase finale de la Ligue des champions africaine féminine, le football club féminin TP Mazembe jouera en République démocratique du Congo. Les qualifications UNIFAC, c'est-à-dire Union des fédérations de football d'Afrique centrale, auront lieu du vendredi 16 août au 25 du même mois 2024 à Kinshasa. Blaise Kouzola. L'Union de fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC a choisi Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour l'organisation de son tournoi qualificatif à la Ligue de champions féminine 2024 à travers un communiqué de presse rendu public jeudi 18 juillet 2024 dernier. Pour prendre part à la phase finale de la Ligue de champions de la CAF 2024, il est recommandé de participer au tournoi zonal. Pour ce qui est de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC, le club concerné vont se disputer un seul ticket pour la phase finale. Ce tournoi s'organisera à Kinshasa du 16 au 25 août 2024, peut-on lire dans ces documents signés par le président de l'UNIFAC, le Brazzavillois Jean-Guy Mayolas. Voici les clubs qualifiés, dont le football club féminin Mazembe, championne de la RDC, qui prendront part à ces tournois qu'il avait d'ailleurs gagné en 2022 au Cameroun. Atlético Malabo Guinée équatoriale, l'Eki FC Cameroun, CSD Diable du Congo-Brazzaville et le football club féminin Mazembe de la République démocratique du Congo. Pour rappel, Huracan de la Guinée équatoriale, vainqueur de la précédente édition du tournoi de l'UNIFAC, avait représenté la zone après avoir éliminé Mazembe, mais n'a pas pu se qualifier pour la deuxième fois de suite. Place à présent à la page internationale. Les travailleurs du secteur public au Nigeria qui perçoivent le salaire minimum verront leur traitement doublé après que le gouvernement a conclu un accord avec les syndicats qui menaçaient d'organiser de nouvelles grèves en raison de la hausse du coût de la vie. Rachel Misenga. Les travailleurs du secteur public au Nigeria qui perçoivent le salaire minimum verront leur salaire doublé après que le gouvernement a conclu un accord jeudi avec le syndicat qui menaçait d'organiser de nouvelles grèves en raison de la hausse du coût de la vie. Les nouveaux salaires mensuels minimum est fixé à 70 naira, soit 6 fois moins que ce que demandaient les syndicats. Ils ont accepté l'offre avec des sentiments mitigés. Compte tenu des difficultés économiques du pays, a déclaré jeudi Joe Ajaero, président du Congrès du travail du Nigeria, après avoir rencontré le président Bola Tinubu à Abuja, la capitale du pays. La nouvelle rémunération n'entrera pas en vigueur immédiatement car les députés fédéraux doivent encore adopter une nouvelle loi pour l'approuver. Depuis son entrée en fonction au Nigeria en mai de l'année dernière, Tinubu a mis en œuvre la politique visant notamment à supprimer les subventions au carburant et à unifier le multiple taux de change du pays, ce qui a entraîné la dévaluation du naira par rapport au dollar. Les prix de l'essence ont plus que doublé et l'inflation a continué à augmenter en conséquence, atteignant 34,1% les mois derniers, les taux le plus élevé depuis près de 30 ans. Les syndicats demandaient que le salaire minimum actuel de 30 000 naira soit porté à près de 500 000 naira, ce que le gouvernement a refusé, entraînant une nouvelle grève qui a paralysé les pays le plus peuplés d'Afrique. Bien que le nouveau salaire minimum soit encore bien inférieur à ce que le travailleur avait demandé, les gouverneurs nigériens ont déclaré lors de la première proposition que bon nombre de leurs États ne pouvaient pas se le permettre. La nouvelle loi les obligeait à adopter l'augmentation des salaires, bien qu'ils soient l'un des principaux producteurs de pétrole brut en Afrique. Le Nigeria reste l'un des pays les plus pauvres du monde. En raison de la corruption chronique, les modes de vie de ces fonctionnaires ne reflètent jamais celui de la population en général. Alors que le professeur et les professionnels de la santé doivent souvent se mettre en grève pour protester contre leurs maigres salaires, les hommes politiques continuent de percevoir le salaire énorme et les compensations financières régulières, même pour de fonctions non officielles. Le Fonds monétaire international a décaissé environ 71 millions de dollars américains au profit du Niger
Ce prêt intervient dans le cadre du titre de la facilité élargie de crédit approuvé depuis le 8 décembre 2021 et complété par l'accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Ces deux accords ont été prolongés de 6 mois jusqu'en décembre 2025 pour un total de 210 millions de dollars américains. Suivez. L'achèvement des revues de la FEC permettrait le décaissement de 19,7 millions de DTS ou environ 27,1 millions de dollars américains, soit 15% du quota du Niger, pour couvrir le besoin de financement extérieur. À son tour, l'achèvement de la première revue permettrait le décaissement de 34,2 millions de DTS ou environ 45,3 millions de dollars américains, soit 26% du quota du Niger, souligne les FMI. L'exécution du programme était dans l'ensemble en bonne voie à fin juin 2023, mais elle a été perturbée par la crise politique. La prise de pouvoir par l'armée il y a un an a également aggravé la situation économique et sociale. En 2023, la croissance nigérienne a atteint le 2%. Selon les FMI, elle devrait rebondir à 10,6% en 2024 grâce au démarrage des exportations pétrolières et aux retombées que celles-ci auront dans toute l'économie, notamment dans les secteurs de transport, ainsi qu'à l'augmentation de la production dans les secteurs agricoles et à la levée de sanctions. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Le retrait de la MONUSCO de la province du Nord Kivu devrait être retardé. Le gouvernement a décidé de lier le désengagement de la mission de la paix au contexte local. Vous avez suivi la ministre des Affaires étrangères dans ce journal. Et puis vous l'avez également suivi, les élèves finalistes du secondaire seront bientôt fixés sur leur sort. Du résultat des examens d'État dont la publication est prévue le 24 juillet prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Bon week-end chez vous.